5e étage. Ce soir, Johan a décidé de se faire un petit plaisir. Hop, merci beaucoup. Hop là, bonne soirée, au revoir. Il s'est fait livrer son repas à domicile. Hop là, Un repas qu'il va partager avec son ami. et voilà. Un burger d'un bon restaurant du quartier. C'est encore chaud. Ouais, c'est encore chaud. C'est ça l'avantage avec les restaurants à moins de 30 minutes, quoi. Ouais. C'est grave bon. C'est bon, ouais. Pour obtenir ce service, c'est tout simple. Quelques clics sur une application et en moins de 30 minutes, on vous livre un repas dans large choix de traiteurs, brasseries et restaurants autour de chez vous. Mais derrière ces applications de livraison se cache une dure réalité économique dont les premières victimes sont les livreurs à vélo. Ils sont plus de 10 000 à sillonner aujourd'hui l'Hexagone. Souvent précaires, jamais salariés, ils se considèrent eux-mêmes comme les victimes d'une ubérisation des services de livraison. Deliveroo, Uber Eats, Foodora, ce sont actuellement les principales plateformes de livraison à domicile, accessibles à partir d'un simple smartphone. Alors qu'en est-il vraiment de leur fonctionnement ? Comment traitent-ils les coursiers ? Et que font ces coursiers pour défendre leurs droits ? Nous avons cherché à comprendre les rouages de ce nouveau modèle économique. Première étape avec Grégoire Leclerc, fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Vous avez 4 parties prenantes. D'abord, vous avez la plateforme qui, elle, a pour objectif de mettre en relation le restaurateur, qui est donc la deuxième partie, avec le consommateur final, qui est donc la troisième partie. Mais pour livrer le repas entre le consommateur final et le restaurateur, il faut faire appel à une quatrième partie, qui en général est un cycliste, et le tout en répartissant la marge entre le restaurateur qui fournit le repas, le livreur qui a besoin d'être payé pour la course qu'il a réalisée, et le consommateur qui n'est pas prêt à payer trop cher pour avoir un repas livré chez lui. Donc pour gagner de l'argent, il faut donc que l'équation soit suffisamment bien montée pour que, en ayant rémunéré le restaurateur et le livreur, et en ayant pris un minimum de frais de livraison auprès du consommateur final, tout le monde s'en sorte, y compris la plateforme, avec la commission qu'elle va prélever. Nous sommes dans le 14e, à Paris, dans un des nombreux restaurants japonais qui ont choisi ce nouveau mode de livraison. Ici, les livreurs à vélo se succèdent. Le gérant du restaurant est plus que satisfait de ce système. Selon lui, il garantit la rapidité de livraison, ce qui permet de conserver une plus grande fraîcheur des produits livrés. Ça fait un an déjà, je travaille avec le service livraison, oui, Uber Eats et Deliveroo. C'est avantageux pour nous parce que le livreur qui prend qu'une commande par personne, comme ça qui livre chez notre client plus rapidement. Après, voilà, les clients sont contents, les qualités sont bonnes, pas rester longtemps dehors. Mais pourtant, ce système a une contrepartie. Beaucoup de pression pour lui et ses employés, mais aussi pour les livreurs. Pour chaque commande en temps limité de préparation et de livraison que le patron gère sur ses tablettes. Ça, c'est les nouvelles commandes qui sont arrivées. Ça, c'est le temps de préparation. Ils sont marqués 4 minutes. Dans 4 minutes, les livreurs ils sont arrivés, qui paye la commande. 4, 3, 2, 1, les livreurs sont arrivés. Voilà. Pour les livreurs, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Et pour assurer les délais, ils crient souvent des feux et prennent tous les jours des risques importants. Je pense que c'est un métier à risque à cause de la circulation. Il y a beaucoup de trafic dans toutes les grandes villes, donc il faut toujours être super vigilant, faire gaffe aux voitures, aux piétons et surtout aux scooters. Donc ouais, c'est un taf risqué. Ouais. Et d'ailleurs, Maximilien se souvient d'un accident qui lui est arrivé Porte-Maillot. C'est ici qu'il s'est vraiment rendu compte de la dangerosité de son métier. Ce soir, il enchaînait les courses et roulait à 35 km/h d'après son compteur. Mais il ne terminera pas ses livraisons. Un lundi soir, je faisais mes livraisons comme d'habitude. Il était vers 20h et j'étais en train de faire des livraisons pour Deliveroo. Je me suis arrêté au niveau du restaurant qui était vers le pont de Neuilly. Une fois la commande récupérée, je suis revenu pour aller vers l'avenue Malakoff.
Et en fait, il y avait un peu de circulation au niveau du feu. Je me suis retrouvé entre deux voitures. Et la voiture de devant a pilé. J'ai pas eu le temps en fait de freiner et du coup, je me suis pris la voiture qui était devant. Je suis tombé au sol, ma tête elle a tapé, le genou a tapé et je me suis fait une fracture du poignet. Le temps que les pompiers arrivent sur place, moi j'ai mis quelques minutes à reprendre mes esprits et en fin de compte quand je suis arrivé donc à l'hôpital, après ils m'ont recontacté pour me demander si la commande était en état pour être récupérée par un autre coursier, mais c'était déjà trop tard. Et ce n'est pas tout, car une mauvaise surprise l'attendait. Donc la plateforme elle n'a pas payé de frais hospitaliers, on n'est pas salarié. Et ils ont un statut bien particulier, celui d'auto-entrepreneur. Quand on est auto-entrepreneur, les frais de vélo, c'est nous qui les payons. S'il y a des frais de santé, c'est pareil. C'est à chaque livreur de cotiser auprès d'une mutuelle, en fait. Voilà. Donc tous les frais sont pour le livreur. Mais d'un autre côté, on est censé gagner plus d'argent que lorsqu'on est salarié, quoi. Retour à l'Observatoire de l'ubérisation pour comprendre le fonctionnement du régime français des travailleurs indépendants. Le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal et social simplifié qui permet à tout le monde d'avoir une activité économique. Donc il suffit pour cela de s'inscrire en un quart d'heure, 20 minutes. Vous obtenez un numéro de SIRET, qui est donc la carte d'identité de l'entreprise. Et avec ce numéro de SIRET, vous pouvez facturer des prestations. C'est le seul moyen qu'il existe en France pour avoir une activité légale de livraison. Et donc les plateformes ont très rapidement encouragé leurs livreurs indépendants à démontrer, à apporter la preuve qu'ils étaient auto-entrepreneurs. Ce qui paraît absolument indispensable, puisque sans cela, ça serait du travail au noir. Ça serait du salariat déguisé, du travail au noir, de la fraude. Et donc il est indispensable et absolument nécessaire que les plateformes s'assurent que chacun de leurs livreurs sont auto-entrepreneurs. Pas de retraite, de mutuelle, de cotisation sociale, un système bien pratique pour toutes ces startups, comme nous l'explique Alexandre Fitoussi, responsable des opérations chez Glovo, une petite plateforme de livraison qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Ici aussi, on travaille avec des livreurs auto-entrepreneurs. Être coursier, c'est souvent quelque chose que vous faites temporairement pour gagner quelques revenus pendant que vous essayez de vous en sortir. Ou pendant que vous êtes étudiant ou en complément, donc être aux 35 heures, c'est pas du tout ce qui leur convient. Avoir un boss qui les oblige à faire certaines choses, ça leur convient pas. Nous, on leur offre une flexibilité totale. Devenir coursier pour cette entreprise, rien de plus simple. Tous les profils sont les bienvenus. Quels sont les critères pour choisir les coursiers ? Nous n'en avons pas. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être professionnels et donc d'avoir une structure d'auto-entrepreneuriat. Et nous sommes leurs clients, donc ils nous fournissent des prestations de services. De notre côté, c'est idéal également, puisqu'en leur offrant la flexibilité, on tire également profit de cette flexibilité, puisqu'on a beaucoup de charges en moins. Donc oui, le gagnant-gagnant est évidemment la meilleure analyse possible de la situation. Relation gagnant-gagnant, flexibilité intéressante pour chacun, des mots utilisés par les plateformes, mais qu'en est-il du ressenti des livreurs par rapport à ces conditions de travail? Nous retrouvons Jérôme Pimaud, chef de file de la contestation des livreurs, au cœur de la manifestation du 1er mai. On est à l'angle rue Comines et Filles du Calvaire. Rue Comines. Attends, j'ai un autre appel. Il nous explique le combat qu'il mène pour faire valoir les droits des coursiers. Socialement, sociétalement, les livreurs représentent la première ligne du travail précaire que veut Macron. On est là parce que ouais, justement notre statut fait qu'on est un petit peu à l'avant-garde de l'avenir du travail. Parce que tout le monde patron, tout le monde indépendant, on sait nous que c'est une arnaque, quoi. On sait que ça marche pas. Parce que les plateformes ont mis en place des systèmes qui profitent du faux indépendant, du faux de l'auto-entrepreneuriat. Et donc elles en abusent, elles en usent et elles en abusent, et on sait très bien comment elles en abusent, quoi. En faisant baisser les rémunérations de mois en mois, ce qui fait qu'en fin de compte, nous, on travaille plus pour gagner moins. J'ai croisé, mais ça va faire une complète. Les grandes revendications, c'est qu'en fin de compte, on veut avoir un vrai dialogue déjà avec les plateformes, un vrai dialogue structuré, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Un petit peu d'avance, ça charge, on va se enfermer. Ça a un impact parce que ça envoie des messages politiques, ça envoie des messages militants, ça envoie des messages syndicaux et ça envoie des messages aussi vers les autres livreurs qui voient ce qu'on fait, qui voient comment on va dire on mouille le maillot
autrement qu'en allant livrer, en prenant des risques. Enfin, là, tu vois, on est en tête de cortège avec les CRS d'un côté, les autonomes de l'autre. Plus on sera nombreux, plus ce sera facile de revendiquer des conditions de travail correctes via des réunions avec les plateformes. À bout d'un moment, elles n'auront pas le choix, quoi. Plus ça va, plus les plateformes sur les réseaux sociaux font en sorte de faire savoir aux gens comment les plateformes nous parlent, quoi. Et nous parlent comme à des chiens. Entre les totos, les CRS en fait. Donc on est prêt pour la douche. Ce genre de comportement n'est pas rare de la part des plateformes, si bien qu'aujourd'hui de nombreux livreurs ressentent un réel manque d'indépendance. C'est pas parce qu'ils sont auto-entrepreneurs qu'ils sont pour autant 100% indépendants. Et c'est tout le débat qui aujourd'hui oppose un certain nombre d'indépendants auto-entrepreneurs avec les plateformes, c'est que les uns, bien qu'étant auto-entrepreneurs, contestent formellement le fait d'être indépendants et demandent aux plateformes de les requalifier en salariés, au motif notamment que la plateforme a un pouvoir de sanction sur eux, la plateforme organise leur travail, il y a une vraie subordination qui s'instaure entre la plateforme et l'indépendant, mais qui aujourd'hui n'a jamais été démontrée par la justice française. Aujourd'hui, aucun livreur indépendant à vélo n'a été requalifié en salarié. Cette situation équivoque entre auto-entrepreneurs et salariés, c'est justement le sujet du procès qui se tient aujourd'hui au tribunal des prud'hommes. Suite à la faillite en 2016 de Take It Easy, l'une des premières plateformes de livraison, tous les livreurs ont perdu leur travail du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils tentent de faire requalifier leur contrat d'auto-entrepreneur en contrat de CDI. On retrouve une nouvelle fois Jérôme Pimaud à la sortie du tribunal. Là, ça fait 8 mois, 9 mois. Et là, la décision des prud'hommes, on l'attend pour le mois de septembre. Et donc après, voilà. Ou alors les prud'hommes vont se déclarer compétents. Et on va certainement avoir gain de cause. Ou alors ils vont se déclarer incompétents. Et il va falloir qu'on aille en appel. Au-delà de la faillite de la start-up, c'est la manière dont les choses se sont terminées qui a blessé les coursiers. Ils ont envoyé un mail aux livreurs pour leur dire que grosso modo, c'était fini, c'était sympa, mais c'était fini, quoi. Et c'est surtout que la semaine d'après, les fondateurs de Take It Easy partaient en vacances, quoi. Et on a vu les photos sur Instagram et Facebook, alors que les gens avaient plus de travail et étaient presque à la rue, quoi. C'est plus ça. C'est plus cette forme-là qui a mis en colère les gens plutôt que le fait d'avoir perdu son boulot, parce que plein d'autres, il y en a plein qui ont rebondi, qui ont été chez Deliveroo, chez Foodora, mais c'était le fait on n'a plus d'argent, on arrête de travailler, mais en même temps on part en vacances, quoi. La contestation ne fera que grandir chez les coursiers. Plus ça va, plus les livreurs prennent conscience de leur précarité et s'unissent, et se syndiquent maintenant d'ailleurs. Ces boîtes-là n'ont plus voie à chapitre, ne gagneront jamais d'argent parce que de toute façon il y aura trop de protestations, de dépréciation au niveau des clients. Voilà, à partir du moment où il y a de plus en plus de livreurs, il y a de plus en plus de problèmes potentiels. Le rêve de ces boîtes-là, c'est de pouvoir livrer par des petits chariots à roulettes ou des drones, mais on n'y est pas, on en est très très loin, très très loin. Je pense qu'elles auront coulé bien avant que la technologie soit suffisante. La bataille entre les coursiers et les plateformes est donc bel et bien engagée. Une chose est sûre, la livraison de plats procure du travail à plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs chaque année. Mais ces plateformes subiront-elles le même destin que Take It Easy si elles ne revalorisent pas ce statut précaire de livreur auto-entrepreneur ?